Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. C'est autour de ce principe que s'accentue le travail de Studio Tamani en donnant la parole à toutes les voix du Mali que vous écoutez à travers 85 radios, 3 télévisions et en live sur Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Le grand dialogue de ce soir va s'intéresser à la crise multidimensionnelle au Mali. Comment renforcer la protection des enfants? À rappeler que 110 enfants ont été tués, 22 autres blessés en mars 2019 suite aux attaques d'Ogosagou au centre du Mali. Ces chiffres ont été donnés par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Mopti. En 2022, les enfants continuent d'être tués, déscolarisés et victimes de violences sexuelles et d'insécurité alimentaire. Les organisations de défense des droits des enfants indiquent que la pauvreté, l'analphabétisme, la persistance des pratiques coutumières néfastes sont entre autres obstacles qui freinent la promotion des droits de l'enfant au Mali. Quels sont donc les impacts de la crise multidimensionnelle sur les enfants dans les zones touchées par les conflits? Qui fait quoi pour protéger les enfants? Comment parvenir à une meilleure prise en charge des besoins de protection des enfants vulnérables? Le Grand Dialogue pose le débat autour de ces questions. Et nos invités sont nous, Chérif Haïdara, président du Parlement des enfants, Madame Kanouté Hawadoumbia, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ici à Bamako, et Herman Zungrana, directeur pays d'Educo Mali ici. Bonsoir à tous mes invités, auditeurs et téléspectateurs, et bienvenue à ce débat. Le Grand Dialogue. Alors, à rappeler que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani, l'Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs à PGEC et le projet Joining Forces for Africa, j'espère l'avoir bien prononcé, qui réunit 6 organisations internationales intervenant dans la défense et la protection des enfants. Il s'agit de l'ONG espagnole Educo, Plan International, Save the Children International, SOS Village d'Enfants International, Fédération Internationale de Terre des Hommes et World Vision International. Il est mis en œuvre au Mali par Educo assurant le lead et Plan International, et c'est grâce au soutien de l'UNICEF. L'Union européenne, je précise bien. Et donc, on enchaîne directement avec cette première partie du Grand Dialogue pour faire l'état des lieux. On parle de crise multidimensionnelle, les attaques se sont multipliées à travers le pays, mais aujourd'hui, quelle est la situation de ces enfants? On donne la parole au Parlement des enfants à travers son président, M. Haïdara. Ok, merci beaucoup pour la question. Si l'on nous demande de faire un bilan quand même de la situation des enfants, on pourra dire que le bilan est un peu flatteur parce que ce qui alerte le plus, c'est près de 500 000 enfants qui sont déplacés et en dehors du système éducatif et plus de 1500 écoles fermées. À cela, on ajoute les différentes violations et privations quant au droit à la santé pour ces 500 enfants, à l'éducation, à la sécurité et souvent à la vie, car il y a d'autres qui sont tués et surtout ceux qui sont enrôlés de gré ou de force par les forces armées. Et donc, ça, c'est un problème et nous croyons que c'est ce qui urge le plus et ce qui mérite toute notre attention. Vous parlez de violation des droits des enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les types de violations les plus récurrentes auxquelles ces enfants font face aujourd'hui? S'il y a une violation qui passe pour normale, je crois que ça serait d'abord le mariage d'enfants, la déscolarisation. Parce que de nos jours, il y a nos 2 textes qui ne sont pas en conformité. La CDE, la 4B, qui définissent l'enfant comme tout être étant âgé de moins de 18 ans et donc interdisent le mariage d'enfants. Et le Code de protection de la famille ici au niveau national qui autorise les mariages à partir de 16 ans et 15 ans avec l'autorisation des parents. Et donc, cet écart entre ces 2 textes représente un réel dilemme. Car pour nous, défenseurs de la cause des droits de l'enfant, il y a
blocus. Quand on essaie d'évoquer un texte, on essaie de nous bloquer avec un autre. Et il y a aussi la déscolarisation qui, selon moi personnellement, est due à la pauvreté dans certaines familles où les plus jeunes, voulant apporter de l'aide à la famille qui vit des moments très difficiles, décide de quitter l'école et va dans les petits métiers pour trouver sa pitance et essayer de faire nourrir sa famille. Je crois que ce sont là les deux grands fronts qui sont face à nous. Cela semble être au niveau national, mais vous évoquiez également la situation dans les zones touchées par les conflits. Quelle est un peu la particularité dans ces différentes zones? La particularité dans ces différentes zones, par exemple, nous retrouvons plus de cas de mariage d'enfants à Koulikoro. Vers les régions de Ségou, Mopti, c'est plus des cas d'enlèvement, d'enrôlement, de meurtre et de si graves violations des droits de l'enfant. Et vers les régions, celles-ci, les régions du centre, on remarque le déplacement. Et la majeure partie de nos déplacés viennent de là-bas. Il y a un autre phénomène courant dans la région de Caille, qui est quand même l'esclavage. Certaines tribus de certaines familles sont réduites en esclavage par d'autres pour des cultures. Et donc cela a provoqué le déplacement d'autres enfants et la privation de ces enfants-là de tout ce qui est droit. Et donc si on essaie un peu de catégoriser les violations par zone, ça nous donne un peu ce schéma. Madame Kanouté Hawadoumbia, vous êtes la directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Bamako. Êtes-vous d'accord avec ce bilan dressé par le Parlement des enfants? Merci de m'avoir donné la parole. Avant toute autre chose, permettez quand même de remercier Madame le ministre qui m'a permis d'être là sur ce plateau et l'ensemble des acteurs, donc partenaires, enfants parlementaires et Studio Tamani pour m'avoir associé à ce grand débat. Ce que l'enfant parlementaire vient de dire, c'est un constat que j'atteste avec les enfants, surtout avec l'apparition de la crise. Nous avons vu qu'il y a eu plusieurs violations des droits des enfants. Donc, la crise est venue quand même exacerber un schéma classique qui était déjà là. Et nous avons assisté à l'apparition de nouvelles vulnérabilités qu'on ne connaissait pas. Donc, avec la crise de 2012, ces vulnérabilités sont venues accentuer ces violations. Mais ce que je peux dire par rapport quand même à la protection de l'enfant, je me dis qu'aujourd'hui, nous avons un contexte beaucoup plus structuré, cohérent qu'à l'apparition de la crise. En 2012, quand la crise apparaissait, vraiment, nous avons vu avec les nouvelles vulnérabilités qu'il y avait une désorganisation et une inadaptation de nos systèmes et mécanismes par rapport aux nouveaux besoins. Mais je peux dire que ça a servi quand même de déclic à une réorganisation parce que il y a eu une évaluation en 2014, une évaluation du ministère commandité appuyé par l'UNICEF, commandité par le ministère, qui servait à faire une évaluation de la portée et des effets de la crise sur la protection de l'enfant. Et à partir de cette étude, nous avons une vision beaucoup plus claire. Donc, nous avons vu les secteurs qui ont été quand même touchés. Et cette évaluation a montré des insuffisances par rapport à un certain nombre de points essentiels quand même à la réponse adaptée à la prise en charge de l'enfant. Donc, et cette étude a fait des recommandations qui nous a permis depuis là de mettre un mécanisme plus structuré et plus cohérent
à travers la politique nationale même de la protection et de la promotion de l'enfant est née pendant la crise. Il y avait un draft, mais il y a eu relecture pour prendre en compte la situation d'urgence. La politique nationale de promotion de la famille aussi est née pendant la crise. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas restés quand même, nous ne sommes pas restés, je veux dire que l'État a réagi avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, la société civile, les enfants parlementaires face à la problématique. Mais malgré cela, M. Haïdara a souligné je reprends ces mots, une incohérence entre les textes. Est-ce que vous partagez son avis? Oui, ça c'est par rapport aux textes internationaux. Le Mali a pratiquement ratifié tous les textes, sauf la convention avec l'OIT. Sinon, mais nous remarquons qu'à l'application, il y a quand même une inadaptation entre ce qui est dit dans les textes internationaux et ce que nous appliquons dans le pays. Donc, c'est de ça qu'il veut parler. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Vous nous expliquerez pourquoi on adopte des textes au Mali, on a des difficultés à les appliquer, ou on dit que c'est difficile d'appliquer ces textes-là. Pourquoi? Vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. On donne la parole à Herman Zungrana, directeur pays d'Éduco au Mali. Vous, quelle analyse faites-vous de la situation des enfants aujourd'hui au Mali? Merci beaucoup. Alors, je pense que la crise à laquelle le Mali fait face aujourd'hui, effectivement, est une crise qui est globale et qui est, comme vous l'avez dit, multidimensionnelle. Elle est d'abord une crise sécuritaire, avec ce que nous avons connu depuis 2012, avec son corollaire sur les déplacés internes, qui sont aujourd'hui pratiquement plus de demi-million. Elle est également une crise sanitaire. Nous avons vécu pendant 2-3 ans le Covid qui a complètement tiré vers le bas certain nombre d'indicateurs en termes de santé publique. Beaucoup d'écoles fermées en lien avec la sécurité, mais aussi en lien avec la crise de Covid. C'est aussi une crise, à mon sens, qui est une crise économique, parce qu'il y a effectivement des ménages qui se sont encore plus appauvris et qui arrivent de moins en moins à assurer et à assumer les droits minimums pour les enfants. Et puis ensuite, voilà, on prévoit une crise alimentaire sévère dans la région du Sahel pour les années à venir, ce qui prédispose encore de situations plus complexes à gérer parce que vu que quand il y a une crise pareille, les enfants sont effectivement les plus vulnérables. Les experts ont d'ailleurs dit que à cause de la Covid et des confinements, on a senti une augmentation des violences, des cas de violence sur les enfants. Et donc toutes ces crises-là, effectivement, ont tiré vers le bas des acquis, ont tiré vers le bas un système qui, effectivement, était déjà, je dirais, en place, même s'il y avait des défis. Donc, je pense qu'on recommence beaucoup de choses sur lesquelles on a mis 10 ans, 15 ans à construire. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau du Mali, en tant qu'ONG internationale, nous nous engageons auprès de l'État à pouvoir accompagner les communautés. Mais il reste qu'il y a de grands défis. Il y a de grands défis en lien avec les droits minimums, les droits à l'éducation, les droits à la protection, les droits à la santé. Au Mali, de ce que je sais, il y a plus d'une centaine d'ONG internationales qui interviennent ici, qui sont des partenaires de l'État au quotidien, sans compter les acteurs nationaux. Mais tous ces efforts, je pense, n'arrivent pas encore à juguler le phénomène. On va comprendre tout de suite pourquoi. Mais est-ce que vous pensez que l'engagement y est au niveau des différents acteurs? Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut déjà féliciter, c'est, je dirais, l'engagement de l'État. En tant que le premier responsable, le premier garant des droits de l'enfant, c'est d'abord l'État, parce que les ONG ne sont que des accompagnateurs, des partenaires. Donc, ça, c'est le premier point. Mais il faut aussi en fait remarquer que la crise sécuritaire, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, au Niger, je pense a redéfini au niveau des états des priorités. Où désormais ce n'est plus seulement
défendre le territoire de manière simple, mais c'est peut-être acquérir des armes pour effectivement aller donc au charbon. Et cela, je pense, a fait que l'État joue, je pense, de moins en moins à son corps défendant le rôle qui est le sien. Et la chance, c'est qu'on a des partenaires comme Educo, comme Plan, comme Save, comme vous l'avez dit, et d'autres ONG qui, effectivement, essayent d'accompagner et de suppléer le rôle de l'État. Ce n'est pas toujours, je dirais, évident parce que les moyens ne peuvent pas suffire. Et aujourd'hui, on se rend compte que malgré l'investissement fort des ONG, il y a encore des zones où c'est compliqué. Educo travaille à Ségou depuis pratiquement 20 ans. Et je peux dire qu'il y a 5 ans, Ségou était une zone plus ou moins safe, entre griffes. Mais aujourd'hui, quand on va à Ségou, on se rend compte qu'on a reculé sur plein de critères et plein d'indicateurs. L'insécurité, effectivement, a pris du pas. Et beaucoup d'acquis, effectivement, ont été, donc, je dirais, mis donc en difficulté. Et vous abordiez les Nations Unies qui alertent sur la crise alimentaire. On va demander à M. Haïdara, quel est l'impact de cette crise alimentaire sur les enfants ici au Mali? Je crois que par crise alimentaire, tout homme qui doit vivre doit se nourrir. Et si l'on n'arrive pas à se nourrir, on ne peut pas vivre. Et je crois que ça serait ça l'un des premiers droits. Et la crise alimentaire, au-delà de cette crise, je poserais la question de savoir qu'est-ce qui a amené cette crise. C'est tout d'abord l'insécurité. Parce que les gens n'ont plus accès aux terres qu'ils cultivaient. Soit par des facteurs écologiques, l'avancée du désert, soit par des facteurs liés à l'insécurité, où leurs villages ont été attaqués et ils ont été obligés de quitter leur territoire. Et le reste du territoire restant ne suffirait pas à nourrir tout le monde. Et ça, déjà, ça met les enfants dans une situation de famine. Et quelqu'un qui a faim ne peut rien faire. Et donc, ça les attaque directement. S'il y a un autre impact, c'est qu'ils n'auront même pas le temps de se consacrer à une vie constructive. Parce que pour construire une vie, je le dis, tout dépend de cette nourriture-là, qui est une denrée rare et essentielle à notre vie. Quelqu'un qui ne mange pas, on ne peut pas lui demander d'aller à l'école. Il ne pourra pas. Quelqu'un qui ne mange pas, on ne peut pas lui parler de droit, car son premier droit lui a été retiré. Et donc, je crois que c'est une urgence qui mérite une attention et qui doit être résolue au plus vite. Madame Kanouté, est-ce que cette crise alimentaire vous alerte, vous inquiète, vous aussi? Comme tout acteur, il va de soi, parce que déjà, la nutrition n'est même pas aux normes, bien avant la crise. Et si à cela s'ajoute une Bien avant la crise, pourquoi? Non, je voudrais tout simplement dire, nous savons que chez nous, comme il a dit, les terres sont insuffisamment cultivées. L'agriculture n'a pas été promue à hauteur de souhait, ce qui quand même affecte notre alimentation qui n'est pas riche et qui n'est pas variée. Donc, ce qui fait que lorsqu'on annonce une autre crise qui vient s'ajouter à ce constat, c'est donc nous avons vraiment l'occasion de nous alarmer face à cette crise qui vient s'ajouter, comme M. Zograna vient de le dire, à la crise sécuritaire et à la crise sanitaire. Parce que nous n'avons même pas amorti le choc de ces deux crises. S'il s'ajoute une troisième crise, je crois que ce serait vraiment difficile, et en premier lieu pour les enfants. Et on va parler donc de qui fait quoi. Qu'est-ce que la direction nationale, régionale, de la protection de la famille, de l'enfant et de la femme fait pour protéger les enfants aujourd'hui? D'accord. Donc, comme il a dit, l'État est le premier acteur qui est en charge de la protection de l'enfant. Donc, comme je vous l'ai dit, l'État détient une politique de promotion et de protection de l'enfant qu'il est obligé de concrétiser avec l'ensemble des acteurs. Donc, ce que l'État fait, c'est une coordination avec les autres acteurs. L'État fait du suivi, évaluation, et l'État est dans l'action à travers ses services déconcentrés. Donc, nous qui sommes avec au niveau... quelle action, par exemple?
Parce que la protection avec l'État est beaucoup plus holistique, globale. S'il y a des partenaires qui peuvent prendre une partie spécifique de la protection, l'État est obligé d'avoir toute la dimension de la protection. Donc c'est pour dire, la protection étant transversale, mais moi, mon département, parce qu'il y a plusieurs départements qui interviennent dans la protection de l'enfant. Et c'est ce que nous avons compris et où nous avons une approche beaucoup plus multisectorielle de cette protection. Mais en tant que département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, nous sommes beaucoup plus axés sur la protection pour ce qui concerne les 4 plus grandes violations, à savoir les violences, abus, exploitation et négligence. Donc, notre département mène à travers les services déconcentrés que nous sommes, comme vous l'avez vous-même dit, la direction nationale qui sévit au niveau national, les directions régionales qui ont une juridiction régionale et les services locaux dont on ne parle pas, qui sont jusqu'au niveau commune pour amener la politique de l'État donc au plus près de la population. Donc, comme vous l'avez dit, dans ce chapitre, nous avons plusieurs actions à mener. Les actions, c'est les textes d'abord. Justement, je vais demander la question. Pourquoi il faut protéger de les appliquer les enfants à travers les textes. Comme vous l'avez dit, l'État a ratifié. Il y a des textes. L'inadéquation, je peux dire parce qu'on peut ratifier, mais il y a des pesanteurs, il y a notre culture, il y a notre approche, il y a une vision de la communauté par rapport à la protection de l'enfant. Parce qu'il y a un choc. Chez nous, l'enfant n'est pas considéré comme un sujet de droit. C'est un être qui se trouve sous la tutelle d'une autre personne. Et les textes promeuvent le droit de l'enfant. Donc, il y a ce choc culturel. On peut le donner en mariage quand on veut, il n'y a aucun souci. Oui. Bon, c'est pas quand on veut, mais c'est un choc culturel qu'il faut vraiment chercher à combattre à travers la sensibilisation, les plaidoyers, amener les communautés à comprendre que l'enfant est un être de droit. Même si c'est stipulé dans notre Constitution, c'est un être de droit, mais il faut amener à travers la sensibilisation, les plaidoyers, donc à mieux protéger l'enfant par des actions de prise en charge pour pouvoir quand même amener à concilier les deux textes. Donc c'est un combat. Tout le monde sait que le changement de comportement humain est difficile et c'est à long terme. Donc, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, mais tous les acteurs sont en train, les organisations de jeunes, les parlements des enfants accompagnent l'État quand même à cette compréhension par la plus grande majorité de la population. Alors aujourd'hui, on parle d'un défi au niveau de la collaboration des différents acteurs. Commençons par le gouvernement déjà. C'est vrai que c'est le ministère de la promotion de la femme qui se charge beaucoup plus de cette protection des enfants. Mais est-ce qu'il y a une collaboration entre ce ministère de tutelle et les autres ministères qui forment le gouvernement afin que cette protection des enfants puisse être beaucoup plus une réalité? C'est ce que j'avais dit, j'avais commencé avec l'étude. L'étude avait montré ses insuffisances au niveau de la collaboration entre d'abord les secteurs de protection, ensuite une faiblesse entre la collaboration privée-publique, entre les communautés et entre les organisations d'enfants. Donc, j'ai dit, à travers cette étude, nous avons traduit les recommandations quand même en un mécanisme beaucoup plus structuré qui nous permet de dire aujourd'hui, sans se tromper, que cette collaboration existe. C'est pourquoi je suis là sur ce plateau avec quand même un partenaire important. Et ça, c'est la collaboration entre le ministère et les ONG et autres. Mais est-ce que cette collaboration entre les différents ministères existe aujourd'hui? C'est ce que je dis. D'accord. C'est ce que je dis aujourd'hui. L'approche multisectorielle est une réalité. Et ça se ressent dans tous les documents qui sont des supports de collaboration. Les PTR, les PTA, les plans d'action prennent en compte les secteurs. Ça met cette dimension multisectorielle. Et on continue avec M. Zungra.
Rana, au niveau des différentes ONG aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour protéger les enfants? Alors, je vais commencer effectivement par reconnaître un grand effort qui est fait au niveau donc, de l'État par rapport effectivement à la prise en compte des politiques globales en lien avec l'engagement du pays à aller vers le respect des droits. Mais quelquefois, entre la volonté et la décision et l'action, souvent, il y a un écart. Donc, on a déjà un acquis, les textes, on les a. À mon sens, pour qu'un texte ou qu'un droit soit respecté, encore faut-il qu'on le connaisse. Donc, je crois qu'il y a un grand défi aujourd'hui de non-connaissance et de non-appropriation à certains niveaux des droits de l'enfant. Par qui? Par les communautés, Est-ce que les décideurs déjà également le maîtrisent bien? Alors, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas de ce que je sais, il est arrivé que quelquefois, les textes que nous prenons ou que nous ratifions au niveau international soient effectivement dans des tendances, dans les tendances, je ne dirais pas à la mode, mais quelquefois, effectivement, on va ratifier un texte, mais derrière, il y a tout un ensemble de dynamiques à mettre en place. Il faut déjà l'internaliser dans les textes au niveau du pays. Il faut s'assurer qu'il y a les moyens qui soient mis en œuvre et en place pour être exécutés. Et quelquefois, on ne va pas jusqu'à ce niveau. Donc, beaucoup de pays africains se sont uniquement contentés de ratifier les textes. Mais derrière, il y a encore un grand défi à pouvoir mettre en place tout l'arsenal nécessaire, que ce soit au plan juridique, au plan même de l'allocation des budgets, pour garantir effectivement leur effectivité. C'est en cela que je dirais que les ONG jouent un rôle très important en ce qu'elles accompagnent l'État là où l'État ne peut pas être. Aujourd'hui, il y a des zones au Mali où l'État, je dirais, a du mal à être présent au vu de plusieurs réalités. Il y a aussi, je pense, au niveau communautaire, parce qu'il est prouvé que quand on prend la question des violences, par exemple, dans les familles et dans les communautés, c'est les lieux où les enfants sont le plus victimes de violences et d'abus. Donc les premières mesures ou premières actions devront commencer déjà à ce niveau. Aucune ONG ne peut venir balancer un appui, une aide au sein d'une communauté sans qu'il y ait en retour un dialogue communautaire, politique qui permette effectivement de s'accepter et mettre l'enfant au milieu. Donc il y a effectivement une grande action des ONG, mais il y a encore de la synergie à renforcer au niveau donc, du terrain. Il y a aussi à mieux cibler, je pense, un certain nombre de besoins prioritaires et d'indexer mieux nos financements en lien avec ces différents besoins. Vous parliez des méconnaissances des textes, certains parleront également de la mentalité à changer. Par rapport à cela, certains estiment aujourd'hui que les ONG, les bailleurs viennent souvent avec des solutions au niveau des populations, alors que ces derniers estiment que ce sont les solutions qui devraient réfléchir à des solutions qui sont soutenues par ces ONG. Est-ce que vous avez la même remarque? Oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution quand même dans le monde des ONG. Quand on repart, il y a, je dirais, 30 ans en arrière, nous avions des ONG style qui venaient avec la bonne parole, qui venaient avec un message de c'est nous qui connaissons et on vient sensibiliser les communautés qui, elles, ne connaissaient rien aux droits de l'enfant. Je pense qu'aujourd'hui, ce temps est révolu et une ONG qui veut effectivement faire de l'impact, faire du changement, est obligée de travailler avec les communautés, de mettre l'enfant au milieu et de voir qu'est-ce que chacun apporte. Aujourd'hui, je crois que si une ONG, quels que soient ses moyens, rentre dans une communauté avec une vision d'imposer effectivement une approche, une façon de penser, je pense qu'elle va échouer. Donc ça, c'est, je pense, une leçon apprise dans le monde communautaire qui montre quand même qu'aujourd'hui, de toute façon, les familles n'ont pas attendu même les lois pour être avec leurs enfants en protection. Chaque famille, chaque communauté, chaque culture a un principe qui est de protéger ses enfants, sa communauté. Quelquefois, on peut le faire mal, mais l'intention n'est jamais de faire du mal à un enfant volontairement. Si bien que nos lois devraient en tenir compte, les ONG devraient en tenir compte pour qu'effectivement, il y ait ce dialogue-là qui recentre autour de l'enfant d'abord la famille,
la communauté et ensuite ceux qui viennent, je dirais, de l'extérieur pour accompagner ces différentes dynamiques. Et parlons donc de cette société civile. La société civile malienne aujourd'hui, comment évaluez-vous ces actions aujourd'hui par rapport à la protection des enfants? Je dirais qu'il y a une grande avancée. Parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de parler de droits de l'enfant au grand public. Et je dirais que s'il y a une avancée remarquable, c'est d'abord nous, notre existence en tant que Parlement des enfants du Mali. Et ce mandat qui nous a été donné de porter la voix des enfants par les autorités du pays. Et cet accompagnement que l'on bénéficie de la part des ONG aussi pour travailler pour nos pères. Nous sommes dans une société, comme on l'a dit, à une culture qui tend à réduire l'enfant à une machine que l'on contrôle, qui est là à faire ce que l'on veut et on en fait ce que l'on veut quand on veut. Et donc, la société a évolué bien sûr et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de personnes qui s'allient à notre cause parce que dans une part de notre culture aussi, il y a question de protection de l'enfant. Je crois dans la charte de Kourkan-Fouga, même en son article 5, on parle de préservation de la vie de tout un chacun. Et dans l'un de ces articles, dont j'ai oublié le numéro, il y a un article spécifique sur les enfants qui leur donne droit à l'éducation, en premier lieu, et qui leur donne droit à la sauvegarde. Parce qu'on dit que l'enfant appartient à la communauté et que c'est à la communauté de la protéger. Et je crois qu'à travers ces différents traits, les nouvelles réalités, l'évolution des mentalités, on a une société civile aujourd'hui qui est engagée pour les enfants et qui est conscient que l'on ne peut pas parler d'avenir, l'on ne peut pas parler de paix, de réconciliation, de calme, sans évoquer quand même la situation des droits de l'enfant et sans en tenir compte pour travailler. Alors la question qui se pose dans ce cas maintenant, les services de l'État disent qu'ils sont engagés, ils travaillent dans ce sens. Les ONG sont engagées, travaillent dans ce sens. La société civile est engagée, travaille dans ce sens pour la protection de l'enfant. Qui donc n'est pas engagé? Je dirais que tout le monde est engagé. Pourquoi donc ça ne marche pas alors? Vous savez, prenons la situation comme un grand champ de 20 hectares. Disons qu'il n'y a que 3 personnes qui y travaillent. Et ces 3 personnes n'ont qu'une seule daba contre une armée d'animaux sauvages qui ravagent les semences en avant. Je crois qu'on ne pourra pas dire que les 3 ne travaillent pas. C'est que de 1, il y a trop à faire. Le chemin est trop grand, l'étendue est très vaste. De 2, il n'y a qu'une seule daba, un seul outil de travail. Et de 3, on a aussi des défis. Parce qu'il y a des instruments en avant qui sont là à nous rendre la tâche encore plus difficile. Et ça, on peut prendre directement les crises qui nous attaquent directement. Et donc, je te retourne une question, si vous me le permettez. C'est moi qui pose des questions ici, je suis désolé. Vous allez répondre tout simplement. Oui, mais c'était juste pour comprendre si dans ce cas, on serait amène de dire que les 3 ne font pas assez. Je ne dirais pas ça. Je dirais juste que tout le monde est engagé. Chacun fait de son mieux. C'est juste que le chemin est très long, l'étendue est très vaste et les outils qui sont à notre disposition sont un peu minimes, mais l'action y est. Et je crois qu'avec les sensibilisations, les plaidoyers et les actions combinées, nous arriverons à regrouper encore plus de personnes pour nous aider à semer ce champ et à récolter les fruits. Qui sont donc les plus difficiles à convaincre aujourd'hui? Les plus difficiles à convaincre, je dirais qu'il y a vraiment toutes les catégories, parce que je ne m'obligeais pas à parler de certains acteurs, mais pour dire qu'on rencontre des réticences partout, à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, pour ce qui concerne quand même les droits de l'enfant, nous savons que nous sommes dans une société patriarcale et fortement religieuse qui pense, comme Chérif vient de le dire, que l'enfant
est un sujet de contrôle, donc il n'a pas de droit. Donc la compréhension est difficile. La compréhension du droit à l'enfant est vraiment difficile par ces catégories de personnes. Alors, il nous reste 9 minutes. Commençons déjà par ce débat. Comment les différents acteurs de la société civile, des ONG, des services de l'État doivent percevoir les enfants selon vous? Comme je viens de vous le dire, l'enfant est un sujet de droit qui a les mêmes droits que les adultes. C'est une personne. Donc nous devons le considérer comme tel. Il a des besoins. L'enfant, nous devons considérer sa vision, sa participation. Donc comme le stipule la CDE, donc c'est un être, c'est une personne qui doit avoir les mêmes considérations qu'un adulte. Nous devons percevoir l'enfant dans ce sens, même si nous savons qu'à des degrés, donc la personnalité de l'enfant est prise en compte au fur et à mesure de son développement. Mais pour autant, c'est une personne comme tout autre qui a un droit et qui doit être respectée. Donc je dirais que, comme vous le dites, nous sommes dans cette dynamique. Nous sommes dans cette dynamique. Comme le débat, le temps ne nous permet pas. Mais comme je vous l'ai dit au départ, que nous avons quand même une structure beaucoup plus cohérente et beaucoup plus concertée aujourd'hui. Nous travaillons tous ensemble et la communauté, parce que nous avons renforcé aussi la participation communautaire. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont impliqués dans la protection de l'enfant. Donc, ce qui veut dire que nous sommes en train de bouger, même s'il a dit... Mais malgré cela, est-ce que la situation des enfants évolue positivement ou négativement au cours de ces dernières années? Bon, moi, je pense que ça évolue positivement. Mais comme il a dit, nous sommes un pays confronté à des crises. On n'a pas fini avec une crise et nous voyons d'autres vulnérabilités qui s'ajoutent. Ça rend beaucoup plus compliqué la tâche, mais ça ne veut pas dire que des efforts ne sont pas fournis, parce que l'essentiel, c'est une perception claire, une vision claire de la chose. Et aujourd'hui, avec l'ensemble des acteurs, je crois que nous l'avons. Et nous pourrons quand même relever beaucoup d'autres défis avec la communauté. Herman, quelle solution pour mieux protéger les enfants au Mali? Alors, je voudrais commencer par citer un illustre écrivain qui disait qu'on reconnaît les grands États au sort qu'ils réservent à leurs enfants et à leurs jeunes. Je crois que mon premier questionnement, c'est effectivement de voir comment est-ce que l'État, en tant que premier garant, peut effectivement prendre, je dirais, des priorités beaucoup plus importantes en lien avec ce qui touche à l'enfant. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit l'éducation aujourd'hui, c'est un investissement colossal. Quand on prend les questions de santé, les questions d'éducation, de protection, c'est des investissements colossaux. Et il faut que l'État puisse effectivement, je dirais, malgré qu'on est dans une situation de crise, activer un certain nombre de leviers qui permettent de consolider les acquis que nous avons actuellement. Donc je remettrai effectivement l'État dans son premier rôle, son rôle régalien, d'assurer donc le meilleur environnement possible pour les enfants. Mais je pense aussi que nous sommes tous responsables de la situation en tant qu'acteurs aux différents niveaux, que ce soit au niveau familial, au niveau des ONG, et qu'on doit effectivement peut-être repenser notre façon de travailler, qu'on a fait jusqu'à présent, voir est-ce que nous sommes sur les bonnes priorités. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous avons des crises récurrentes qui nous ramènent en arrière, et peut-être que nous avons jusqu'à présent peut-être soigné le malade avec de l'aspirine ou du paracétamol, mais sans attaquer le mal. Et qu'il faut peut-être revoir nos stratégies, revoir comment est-ce que nous travaillons, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il faudrait qu'on évite pendant 50 ans de répéter les mêmes choses avec effectivement des résultats qui ne sont pas satisfaisants par rapport à l'investissement. Et le niveau aussi que j'indexe, c'est vraiment le changement de paradigme au niveau des communautés par rapport à l'enfant. Les questions de violence, les questions... aujourd'hui, beaucoup de parents même ont démissionné entre griffes par rapport à leur rôle pour les enfants. L'enfant arrive à l'école, souvent très intelligent, mais indiscipliné parce qu'à la maison, souvent, on n'arrive pas à avoir l'encadrement minimum nécessaire qui lui permet de pouvoir être un citoyen véritable. Donc pour moi, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il faut travailler.
Et puis je dirais aussi qu'aujourd'hui, un pays qui n'est pas en paix est un pays qui a du mal à voir réaliser les droits des enfants. Donc moi, je pense qu'un Mali qui est en paix va automatiquement, je pense, décliner un cadre plus positif. Et les enfants, pour moi, sont aussi des acteurs de paix. Voilà pourquoi je pense que l'école peut être un endroit où l'enfant apprend, c'est vrai, le savoir, mais où il apprend aussi le savoir-être. Les valeurs, exactement. Haïdara, maintenant, qu'est-ce que le Parlement des enfants propose aujourd'hui comme solution pour que tous les enfants du Mali puissent être protégés? Comme solution, nous allons d'abord demander qu'on nous donne la parole, plus que l'on nous la donne aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes des enfants et souvent nos idées sont un peu perçues comme infantiles, mais il y a des solutions qui peuvent émaner de nous. Il y a des stratégies que nous pourrons développer et je crois que ce Parlement en a fait une illustration parfaite. Je dirais qu'il faut nous mettre, nous, acteurs de notre propre développement. On ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Autant nous inviter à la table de discussion, nous demander réellement qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes d'abord pour aider nos pairs. Et je crois qu'avec ces informations émanant de nous-mêmes, il y aura une collaboration. Ça ne serait plus comme un ordre émanant des plus grands, mais ça sera comme une recommandation venant de nous-mêmes que l'on pourra appliquer avec nos idéologies, avec notre vision d'enfant et trouvant des solutions aux problèmes que nous traversons. Madame Kanouté, tout de suite, Herman disait qu'il faut des priorités plus importantes au niveau des services de l'État et M. Haïdara demande que la parole leur soit beaucoup plus donnée, beaucoup plus que maintenant, afin qu'ils puissent s'exprimer eux aussi, les enfants. Est-ce que les services de l'État sont prêts à aller dans ce sens? Je dirais que nous sommes déjà dans ce sens, mais peut-être faudrait-il qu'il faille renforcer quand même ces dispositions. Comme il l'a dit, ce sont des priorités, nous en avons beaucoup, donc nous devons identifier les plus urgents et agir là-dessus. Et pour la parole avec les enfants parlementaires, comme il a dit, ils ont déjà le Parlement où les organisations de jeunes ont fait des preuves. Et il n'y a pas de raison que l'État n'aille pas dans ce sens pour pouvoir leur donner plus de possibilités à s'exprimer parce que la CDE même demande la participation de l'enfant. Donc l'État ne peut que se plier donc, à cette vision. Et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue de Studio Tamani. Merci à nos invités, Madame Kanouté Hawa Doumbia, vous êtes la directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ici à Bamako. Monsieur Noum Chérif Haïdara, vous êtes le président du Parlement des enfants et Monsieur Herman Zungrana, directeur pays de Educo Mali. Je souligne que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et l'APGEC, Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs, et le projet Joining Forces for Africa, protéger les enfants contre les violences pendant la crise Covid-19 et au-delà, qui est mise en œuvre au Mali par Educo, qui assure le lead et plan international grâce au soutien de l'Union européenne et de tous les autres membres de Joining Forces for Africa. La régie vidéo et la mise en onde ont été assurées par Seydou Ndaw et Nouhoum Djiré. Je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.